bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et préparez-vous à un voyage. Aujourd'hui, nous n'allons pas compter les moutons, nous allons plutôt méditer sur la nature même de la réalité. Et si je vous disais que tout ce qui vous entoure, les étoiles dans le ciel, les arbres derrière la fenêtre, et même vous, obéit non seulement aux lois de la physique, mais aussi aux lois de l'information. Et si notre univers immense, avec toutes ses galaxies et ses nébuleuses, se comportait en réalité comme un ordinateur géant d'une complexité inimaginable, cette idée pourrait sembler tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais elle est aujourd'hui l'une des hypothèses les plus fascinantes à la pointe de la science. Au cours de cette conférence, conçue spécifiquement pour votre détente et un sommeil profond, nous allons aborder calmement et méthodiquement pourquoi cette idée a tant captivé l'esprit des scientifiques. Nous allons plonger dans un monde où la matière et l'énergie cèdent la primauté à l'information et où la réalité est faite de minuscules bits. Préparez-vous à découvrir pourquoi l'univers pourrait être le plus grand programmeur de tous. Avant de nous plonger dans les théories modernes, faisons un petit voyage dans le temps, car l'idée d'un univers calculateur ne date pas d'hier. Ses racines sont profondément ancrées dans l'histoire de la pensée. Dès le XVIIe siècle, le grand philosophe et mathématicien Gottfried Leibniz, l'un des inventeurs du système de numération binaire sur lequel fonctionnent tous les ordinateurs modernes, envisageait déjà que la réalité pourrait être décrite par le langage de la logique et des symboles. Il imaginait un langage universel capable d'exprimer n'importe quelle vérité. Mais l'idée a vraiment pris corps au XXe siècle. Avec l'avènement des premiers ordinateurs, l'un des pionniers fut l'ingénieur allemand Konrad Zuse. Dès 1945, isolé pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à réfléchir à la possibilité que l'univers lui-même soit le résultat du fonctionnement d'un automate cellulaire, un système de calcul simple. Il a même écrit un livre, L'espace calculant, Rechnender-Raum, où il suggérait que les lois de la physique pourraient en découler de l'application de règles simples sur une grille discrète, c'est-à-dire discontinue. Mais l'aphorisme le plus célèbre, et devenu la devise de tout ce concept, appartient au grand physicien du XXe siècle, John Archibald Wheeler. Il a formulé laconiquement l'essence de cette idée, « it from bit », littéralement, la chose issue du bit. Wheeler a postulé que l'information est l'entité la plus fondamentale de notre monde. Non pas les particules, ni les champs, ni l'énergie, mais l'information elle-même, ses réponses élémentaires, oui ou non, 0 ou 1. Chaque particule, chaque interaction, était selon lui une manifestation d'information. Et cette pensée, à la fois simple et profonde, est devenue le point de départ de tout un domaine scientifique que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, commençons par la question la plus fondamentale. Quel est le point commun entre l'univers et un ordinateur ? Au premier abord, on pourrait croire qu'il n'y en a aucun. L'ordinateur est une machine faite de silicium et de métal, une simple création humaine. L'univers, lui, est un espace illimité, rempli d'étoiles et de galaxies. Pourtant, si l'on regarde plus attentivement, on découvre une ressemblance frappante dans leurs principes de fonctionnement. L'ordinateur, par essence, est une machine de traitement de l'information. Il reçoit des données d'entrée, leur applique un ensemble défini de règles, c'est-à-dire un algorithme, et produit un résultat. Par exemple, vous tapez la lettre A sur votre clavier, l'ordinateur reçoit le signal, le traite selon l'algorithme qui lui a été programmé et affiche le symbole A sur l'écran. Observons maintenant l'univers. Lui aussi, fondamentalement, traite de l'information. L'état de l'univers à un instant donné, par exemple, la position et la vitesse de toutes ces particules, peut être considéré comme les données d'entrée. Les lois de la physique, telles que la loi de la gravitation universelle ou les lois de l'électrodynamique, agissent comme les algorithmes. Ces lois prennent l'état actuel de l'univers et calculent ce qu'il sera à l'instant suivant. Une planète
ne se déplace pas au hasard sur son orbite, mais en stricte conformité avec l'algorithme que nous nommons la loi de la gravité. La lumière se propage selon des règles bien définies. Les réactions chimiques se déroulent de manière absolument prévisible. Tout ceci ressemble à un calcul gigantesque et ininterrompu. L'univers est constamment en train de calculer son propre avenir à partir de son état présent. C'est cette analogie qui est au cœur de l'hypothèse de l'univers calculateur. Les scientifiques qui soutiennent ce point de vue affirment que si quelque chose se comporte comme un ordinateur, traitant l'information selon des algorithmes, alors peut-être qu'à son niveau le plus fondamental, il est un ordinateur. Ce n'est pas seulement une belle métaphore. C'est une tentative de trouver un nouveau langage pour décrire la réalité, un langage d'information et de calcul, qui pourrait s'avérer plus profond et plus universel que notre langage habituel, basé sur la matière et l'énergie. Pour comprendre comment l'univers pourrait fonctionner comme un ordinateur, nous devons absolument maîtriser une notion fondamentale, l'information. Dans notre quotidien, nous voyons l'information comme des connaissances, des actualités, du texte dans un livre ou des données sur une clé USB. Or, en physique, cette notion revêt une signification bien plus profonde et essentielle. L'information est ce qui nous permet de distinguer un état d'un autre. Prenons l'exemple d'une simple pièce de monnaie. Elle peut tomber sur pile ou sur face. Ces deux états sont distincts. Par conséquent, cette pièce contient un bit d'information. Le bit est l'unité d'information minimale et fondamentale, la réponse à une question binaire, oui, non, vrai, faux, un 0 ou un 1. Imaginez maintenant que l'intégralité de la réalité, à son niveau le plus fondamental, est composée de ces bits. Chaque particule élémentaire, chaque quantum d'espace, contient en soi une certaine quantité d'informations concernant ses propriétés, sa position, son impulsion, son spin ou sa charge. Lorsque les particules interagissent, elles échangent en réalité de l'information. Un processus physique, tel que la collision de deux électrons, peut être interprété comme un processus computationnel où l'information sur l'état initial des électrons est transformée en information sur leur état final. Cette idée, qui postule la primauté de l'information, modifie totalement notre perception du monde. Auparavant, les physiciens voyaient dans la matière et l'énergie comme les briques fondamentales de l'univers. L'information n'était alors qu'une simple propriété décrivant l'état de cette matière. Mais le concept du « it from bit », l'objet issu du bit, remet tout en question. Il suggère que la matière et l'énergie sont, elles, secondaires. Elles sont une manifestation, ou si l'on préfère, le résultat du traitement d'une entité plus fondamentale, l'information. Imaginons un personnage dans un jeu vidéo. Il est fait de pixels à l'écran, mais en réalité, il n'est qu'un ensemble de 0 et de 1 dans la mémoire de l'ordinateur. Pour lui, les pixels constituent la réalité. Pour nous, ce n'est qu'une représentation de l'information. Notre univers, de la même manière, pourrait bien n'être que l'affichage grandiose d'un code informationnel fondamental. Si l'univers est un ordinateur, il doit nécessairement être soit analogique, soit numérique. Mais quelle est la différence fondamentale entre les deux? Un ordinateur analogique fonctionne avec des grandeurs continues. Prenez l'exemple d'un vieux disque vinyle. La piste sonore n'est autre qu'une ligne continue qui reproduit fidèlement la forme de l'onde sonore. Ou encore, pensez au sablier où le sable s'écoule en un flux ininterrompu. La physique classique, celle de Newton et d'Einstein, est par essence analogique. Elle postule que l'espace, le temps et l'énergie peuvent prendre n'importe quelle valeur, même les plus infinitésimales. Entre deux points de l'espace, vous pouvez toujours en trouver un troisième. Entre deux instants, vous pouvez en glisser un autre. L'ordinateur numérique, en revanche, travaille avec des valeurs discrètes, c'est-à-dire discontinues. Il opère uniquement avec des zéros et des uns. Toute information qui y transite,
qu'il s'agisse de musique, d'une image ou d'un texte, est finalement décomposé en un nombre fini de ces bits élémentaires. L'image que vous voyez sur votre écran est composée d'un nombre fini de pixels, chacun doté d'une couleur définie. Un fichier musical est constitué d'un nombre fini d'échantillons qui décrivent l'amplitude du son à des moments précis. Alors, comment est notre univers? Pendant longtemps, il fut admis qu'il était analogique. Mais au début du XXe siècle, une révolution a eu lieu avec l'avènement de la mécanique quantique. Celle-ci a introduit l'idée de la discontinuité. On a découvert que, au niveau le plus fondamental, de nombreuses grandeurs physiques ne pouvaient pas être continues. Elles n'existent que sous forme de portions isolées que l'on appelle des quanta. Par exemple, l'énergie lumineuse n'est émise et absorbée que par paquets spécifiques, les photons. De même, un électron dans un atome ne peut se trouver que sur des niveaux d'énergie bien définis, comme s'il montait les marches d'un escalier, et jamais entre deux. Cette découverte fut le premier argument de poids suggérant que notre univers pourrait, à son niveau le plus profond, être numérique. Si l'énergie est quantifiée, pourquoi l'espace et le temps ne le seraient-ils pas? C'est cette idée même qui a donné naissance à la physique numérique. L'idée que l'espace et le temps ne seraient pas fluides et continus, mais plutôt formés de minuscules pixels indivisibles, est l'une des plus fascinantes de la physique moderne. Si l'univers est un ordinateur numérique, alors son écran doit avoir une résolution bien définie. Il doit exister une longueur minimale absolue et un intervalle de temps minimal possible. De telles unités fondamentales existent d'ailleurs réellement en physique théorique. On les nomme la longueur de Planck et le temps de Planck. La longueur de Planck est une valeur incroyablement infime, de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, 10-35 mètres. Pour se représenter cette échelle, imaginez un atome. Ensuite, imaginez l'univers visible dans son entièreté. Eh bien, le rapport entre l'atome et la taille de l'univers est comparable au rapport entre la longueur de Planck et la taille de l'atome lui-même. C'est la limite fondamentale de la précision avec laquelle nous pouvons localiser quoi que ce soit. On estime qu'en dessous de cette échelle, la notion même d'espace perd toute signification. De même, le temps de Planck est l'intervalle nécessaire à la lumière pour parcourir la longueur de Planck. Il est d'environ 10, puissance moins 43 secondes, 10-43 s. C'est l'instant le plus court imaginable, le tic du processeur cosmique. Aucun événement ou processus ne peut se dérouler plus rapidement. Mais que se passe-t-il réellement à ces échelles de Planck? Nous ne le savons pas avec certitude, car nos technologies actuelles ne nous permettent pas de sonder si profondément. Les théories suggèrent cependant qu'à ce niveau, l'espace-temps cesse d'être lisse et continu. Il devient granuleux, voire mousseux, comme une structure bouillonnante de particules virtuelles qui naissent et s'annihilent sans cesse. Il serait littéralement constitué de ces fameux pixels fondamentaux. Si tel est le cas, cela suggère directement la nature numérique de notre réalité. Chaque mouvement, chaque modification dans l'univers, ne serait au fond qu'une commutation d'état de ces pixels de l'espace-temps, exactement comme les pixels d'un écran d'ordinateur changent d'état pour créer l'illusion du mouvement et de la continuité. Passons maintenant à l'une des idées les plus étranges et les plus contre-intuitives qui soient. Pourtant, elle s'intègre parfaitement à la conception d'un univers informatique. C'est ce qu'on appelle le principe holographique. Il a été proposé pour la première fois par les physiciens Gerard T. Hooft et Leonard Susskind lors de leurs travaux sur les trous noirs. L'idée fondamentale peut se résumer ainsi. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'un certain volume de l'espace peut être entièrement décrit par les informations stockées à la limite ou à la frontière de ce volume. Imaginez une simple holographie, comme celle que l'on trouve sur les cartes de crédit ou les souvenirs. C'est une image plate, bidimensionnelle, mais lorsqu'on la regarde sous le bon angle, elle crée l'illusion parfaite d'un objet tridimensionnel.
toute l'information concernant l'objet en 3 dimensions est, d'une manière ou d'une autre, encodée sur cette surface bidimensionnelle. Le principe holographique suggère que quelque chose de similaire pourrait bien s'appliquer à l'ensemble de notre univers. Nous percevons le monde comme tridimensionnel. Nous avons la longueur, la largeur et la hauteur. Mais si tout cela n'était qu'une illusion, et si toute l'information sur notre univers 3D était en réalité inscrite sur une lointaine surface bidimensionnelle nous entourant comme un horizon cosmologique gigantesque, nous, avec toutes nos galaxies, nos étoiles et nos planètes, pourrions n'être que la projection holographique de cette information. Cette idée a beau ressembler à de la pure science-fiction, elle repose sur de solides bases théoriques liées à la physique des trous noirs et à la théorie des cordes. Elle permet, par exemple, de résoudre certains paradoxes concernant l'information qui tombe dans un trou noir. Et surtout, elle replace l'information au premier plan. Si toute notre réalité est un hologramme, alors l'essence fondamentale n'est pas l'espace tridimensionnel, mais la matrice informationnelle bidimensionnelle qui le projette. C'est un argument de poids supplémentaire pour affirmer que l'univers est, à sa base, un processeur d'information. Les trous noirs sont sans doute les objets les plus mystérieux et les plus extrêmes de l'univers. Pourtant, du point de vue de la physique de l'information, ce ne sont pas de simples monstres cosmiques, mais de véritables réservoirs et processeurs d'information. Voyons pourquoi. Selon la théorie classique, tout ce qui franchit l'horizon des événements d'un trou noir est perdu pour nous à jamais. L'horizon des événements est la frontière du non-retour, que même la lumière ne peut s'en échapper. On pourrait penser que toute information portée par la matière engloutie, qu'il s'agisse d'un livre ou d'un vaisseau spatial entier, est purement et simplement détruite. Or, ceci pose un problème majeur pour la physique théorique. Une des lois fondamentales de la nature stipule que l'information ne peut être anéantie. Elle peut changer de forme, devenir inaccessible, mais elle ne disparaît jamais sans laisser de traces. Ce paradoxe, connu sous le nom de paradoxe de l'information du trou noir, a tourmenté les physiciens pendant des décennies. La solution proposée, notamment par Stephen Hawking, est étroitement liée au principe holographique. Il s'avère que l'information ne se perd pas à l'intérieur du trou noir. Elle est en quelque sorte imprimée ou encodée sur son horizon des événements. Mieux encore, on a découvert que la quantité maximale d'informations pouvant être contenue dans une région de l'espace n'est pas proportionnelle à son volume, comme on pourrait le croire, mais à la surface de sa frontière. Et cette limite, appelée limite de Bekenstein, est précisément atteinte par les trous noirs. Le trou noir est donc le conditionneur d'information le plus dense autorisé par les lois de la nature. Il absorbe la matière et l'énergie, et toutes les informations associées sont conservées sur son horizon des événements. Ensuite, par le biais du rayonnement dit de Hawking, le trou noir évapore très lentement, renvoyant cette information codée dans l'univers. Ainsi, les trous noirs nous apparaissent non plus comme des destructeurs, mais comme de gigantesques disques durs, cosmiques et des processeurs qui transforment la matière et l'énergie en information pure. Si l'univers est un ordinateur, alors quel est son système d'exploitation et quel programme tourne-t-il dessus? Une des réponses les plus fascinantes nous a été fournie par le scientifique et entrepreneur Stephen Wolfram dans son livre fondamental « Un nouveau genre de science ». Wolfram a suggéré que la complexité que nous observons autour de nous pourrait être basée sur des règles extrêmement simples, un peu comme celles qui régissent les automates cellulaires. Qu'est-ce qu'un automate cellulaire exactement? Imaginez une simple grille, comme un échiquier. Chaque cellule peut se trouver dans différents états, par exemple être noire ou blanche. Ensuite, nous définissons une règle extrêmement simple qui détermine l'état d'une cellule à l'étape suivante, en fonction de l'état de ses voisines. Une règle pourrait, par exemple, stipuler « si la cellule a exactement un voisin noir, elle devient noire. Sinon, elle sera blanche. » C'est aussi simple que cela. Nous lançons l'automate avec une configuration de départ
et il commence à évoluer pas à pas, génération après génération, en respectant rigoureusement cette règle unique. On pourrait penser qu'aucune complexité intéressante ne peut émerger de règles aussi primitives. Pourtant, Wolfram a démontré que c'était tout à fait le contraire. Il a exploré un nombre massif de ces systèmes et a découvert que même les règles les plus minimalistes sont capables de générer des comportements d'une complexité et d'une imprévisibilité stupéfiantes. Certains automates cellulaires créent des motifs ordonnés et répétitifs. D'autres produisent des structures chaotiques, presque aléatoires. Mais le plus surprenant, c'est que certains génèrent des structures qui semblent complexes et pleines de sens, comme des organismes vivants ou des flocons de neige. Ils démontrent ce que l'on appelle le comportement émergent, une complexité qui naît de la simplicité, sans aucune planification ni dessein supérieur. C'est très similaire à ce que nous observons dans la nature elle-même. Les structures complexes, comme les galaxies, les flocons de neige ou les organismes vivants, résultent de l'application de lois physiques relativement simples. Selon Stephen Wolfram, notre univers entier pourrait n'être au fond qu'un gigantesque automate cellulaire. L'espace est modélisé par une grille, peut-être pas régulière, mais plutôt sous la forme d'un graphe complexe. Les particules élémentaires et leurs interactions ne seraient alors que le résultat d'un programme fondamental extrêmement simple qui tourne sur cette structure. Les lois de la physique qui nous semblent si complexes, comme la relativité générale, la mécanique quantique ou le modèle standard, ne sont pas, d'après lui, les lois fondamentales. Ce ne sont, selon Wolfram, que des propriétés dites émergentes, c'est-à-dire des caractéristiques qui apparaissent grâce au niveau macroscopique de ce système de calcul sous-jacent. Prenons l'exemple de la météo. On sait bien qu'elle repose sur des lois relativement simples régissant le mouvement des molécules d'air. Pourtant, il est pratiquement impossible de prédire le comportement d'un ouragan en partant du mouvement de chaque molécule prise isolément. Le comportement de l'ouragan est la propriété émergente de cet immense système. De la même façon, les lois physiques pourraient n'être que la manifestation macroscopique du fonctionnement d'un programme universel microscopique. Cette hypothèse entraîne plusieurs conséquences particulièrement fascinantes. Premièrement, elle suggère qu'il pourrait exister un unique programme, peut-être incroyablement court et simple, capable de générer l'intégralité de la complexité de notre univers. C'est d'ailleurs la recherche de ce programme de l'univers qui occupe actuellement Wolfram et son équipe. Deuxièmement, cette hypothèse éclaire pourquoi certains phénomènes dans le monde nous semblent si complexes et imprévisibles. Ce phénomène, que Wolfram nomme l'irréductibilité computationnelle, implique qu'il n'y a pas de raccourci pour déterminer le résultat d'un système complexe. Il est impossible de simplement trouver une formule magique et de calculer. La seule manière de savoir ce qui va se passer est de simuler l'évolution du système étape par étape. Si notre univers s'avère être un tel système computationnellement irréductible, alors son futur est, par principe, imprévisible. Nous ne pouvons pas accélérer son déroulement. Nous ne pouvons que le vivre, battement après battement, au rythme du processeur universel. Poursuivons notre réflexion en poussant l'analogie entre l'univers et un ordinateur un peu plus loin. Quel que soit le degré de complexité d'un programme informatique, il est toujours soumis à des règles et des contraintes internes strictes. Dans un jeu vidéo, par exemple, le personnage ne peut pas traverser un mur. Pourquoi ? Parce que le moteur de jeu a été programmé ainsi. Il existe ce qu'on appelle des invariants, des grandeurs qui demeurent absolument immuables. Observons maintenant notre univers. Il est lui aussi régi par des lois de conservation fondamentales. Les plus célèbres sont la loi de conservation de l'énergie, la loi de conservation de l'impulsion ou quantité de mouvement, et la loi de conservation du moment cinétique. La loi de conservation de l'énergie stipule que l'énergie ne peut être ni créée, ex nihilo, ni disparaître sans laisser de traces. Elle ne fait que se transformer d'une forme à une autre,
Par exemple, l'énergie chimique d'une pile se convertit en énergie électrique, puis en énergie lumineuse et thermique dans une lampe de poche. Mais dans un système fermé, la quantité totale d'énergie reste strictement constante. De même, l'impulsion totale, c'est-à-dire la quantité de mouvement d'un système de corps, reste inchangée tant qu'aucune force extérieure n'agit sur ce système. Dans le cadre de l'hypothèse d'un univers calculateur, ces lois de conservation prennent une signification nouvelle. On peut les considérer comme les règles fondamentales, les invariants du programme informatique universel. Ce sont les conditions inscrites dans le code de la réalité, des conditions qu'il est impossible d'enfreindre. Elles garantissent la stabilité et la prévisibilité de notre monde. Horace. Si l'énergie n'était pas conservée, le monde serait un endroit chaotique et imprévisible, où les objets pourraient apparaître ou disparaître arbitrairement. Les lois de conservation sont la garantie que le calcul effectué par l'univers est à la fois cohérent et logique. Il est intéressant de noter qu'en physique, ces lois sont étroitement liées aux symétries fondamentales de l'espace et du temps. Par exemple, la conservation de l'énergie découle du fait que les lois de la physique ne varient pas au fil du temps. Quant à la conservation de l'impulsion, elle est la conséquence directe du fait que ces lois sont identiques en tout point de l'espace. Sous l'angle de l'analogie informatique, cela signifie que le code source de l'univers est absolument universel et ne dépend ni du lieu ni du moment où il est exécuté. Tout ordinateur est soumis à une contrainte fondamentale, la vitesse de son processeur. Un processeur ne peut effectuer qu'un certain nombre d'opérations par seconde. Il y a un plafond et il ne peut tout simplement pas le dépasser. Cette limite définit la vitesse maximale à laquelle l'information peut être traitée et transmise au sein du système. Mais existe-t-il une limite comparable dans notre univers? Oui, et elle nous est bien connue. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. D'après la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, rien de ce qui possède une masse ne peut se déplacer plus vite que la lumière. De même, aucune information, aucun signal de cause à effet ne peut s'y propager plus rapidement. La vitesse de la lumière est le plafond de vitesse absolue de l'univers. Pourquoi la lumière, spécifiquement? Dans le cadre du paradigme informationnel, la réponse devient très élégante. La vitesse de la lumière n'est pas seulement la vitesse de déplacement des photons, c'est la vitesse fondamentale à laquelle l'information se propage dans le tissu de l'espace-temps. C'est, si l'on veut, la fréquence d'horloge maximale de notre processeur cosmique. Imaginez les pixels de l'espace-temps dont nous parlions. L'information sur l'état d'un pixel ne peut pas être transmise instantanément à son voisin. Elle prend exactement un tic de l'horloge cosmique, soit l'équivalent du temps de Planck. La vitesse de la lumière est précisément le rapport entre la longueur de Planck et le temps de Planck. C'est la vitesse limite à laquelle l'état de la grille universelle est mis à jour. Cette contrainte a des conséquences extrêmement profondes. Elle définit la structure de la causalité dans notre monde. Les événements ne peuvent s'influencer mutuellement que si un signal lumineux parvient à passer entre eux. Cela crée ce que l'on appelle le cône de lumière pour chaque événement. C'est la région de l'espace-temps qu'il pourra affecter à l'avenir et qui aurait pu l'affecter dans le passé. Tout ce qui se trouve en dehors de ce cône est causalement déconnecté. Ainsi, la limite absolue de vitesse que nous observons en physique peut être interprétée comme une restriction fondamentale sur la vitesse de traitement de l'information dans notre univers calculateur. Jusqu'à présent, lorsque nous parlions de l'univers, nous utilisions des analogies basées sur l'informatique classique, celle qui utilise des bits, c'est-à-dire des zéros et des 1. Cependant, au tournant des 20e et 21e siècles, une nouvelle approche, beaucoup plus puissante, a émergé, le calcul quantique. Il est frappant de constater à quel point le monde de la mécanique quantique, celui des atomes et des particules élémentaires, ressemble à l'univers d'un ordinateur quantique. Quelle est la différence fondamentale?
Un bit classique ne peut être que 0 ou 1. Un bit quantique, ou qubit, grâce au principe de superposition, peut être à la fois 0 et 1, ainsi que toute combinaison intermédiaire. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'il choisit un état spécifique. C'est comparable à une pièce de monnaie qui tourne. Tant qu'elle n'est pas tombée, elle est à la fois pile et face. Cette propriété permet aux ordinateurs quantiques de traiter une quantité massive d'informations en parallèle. Une machine, dotée de quelques dizaines de qubits seulement, peut ainsi effectuer des calculs qui seraient impossibles à réaliser même par les supercalculateurs classiques les plus puissants. Or, les particules élémentaires de notre univers se comportent exactement comme des qubits. Tant que nous ne mesurons pas son spin, l'électron est en superposition des états spin haut et spin bas. Le photon, lui, est en superposition de tous les chemins possibles jusqu'à ce qu'il frappe un détecteur. Toute la mécanique quantique, finalement, décrit l'évolution de ces superpositions. Le physicien Seth Lloyd a calculé que si l'on considère chaque particule élémentaire comme un support d'information, l'univers a effectué, depuis le Big Bang, environ 10 puissance 120, Bill 120, opérations logiques élémentaires. C'est un chiffre colossal. Cela nous amène à émettre l'hypothèse suivante. Si l'univers est un ordinateur, ce n'est pas un ordinateur classique, mais bien un ordinateur quantique. Tous les processus qui s'y déroulent au niveau fondamental sont des calculs quantiques. Et le monde classique qui nous est familier, le monde des positions et des vitesses définies, n'est rien d'autre que le résultat de la mesure ou de la décohérence lorsque la superposition quantique s'effondre dans un état unique possible. L'un des phénomènes les plus étranges et les plus contre-intuitifs de la mécanique quantique est sans doute l'intrication quantique. Einstein, célèbre pour cela, l'appelait la fantasmatique action à distance. Le principe est le suivant. On peut créer une paire de particules, disons 2 photons, dont les états resteront corrélés, quelle que soit la distance qui les sépare. Par exemple, si nous les intriquons en polarisation, dès que la polarisation d'un photon est mesurée verticalement, celle de l'autre devient instantanément horizontale et inversement. Ce qui est le plus frappant, c'est que cette connexion perdure, même si l'on éloigne ces particules aux confins opposés de la galaxie. Dès que nous mesurons le premier photon, nous connaissons instantanément l'état du second. L'information semble se transmettre immédiatement, dépassant la vitesse de la lumière. Cela semble enfreindre le principe de causalité que nous avons évoqué. Pourtant, en réalité, il n'y a aucune violation. Il est impossible d'utiliser l'intrication pour transférer une information significative plus rapidement que la lumière. Nous ne pouvons pas forcer le premier photon à adopter un état précis pour envoyer un message au second. Le résultat de la mesure est toujours aléatoire. Nous n'en prenons connaissance qu'a posteriori. Mais alors, comment expliquer cette corrélation instantanée ? Du point de vue de l'hypothèse de l'univers calculateur, l'intrication pourrait être interprétée comme un type spécial de lien, une connexion non locale au sein du code de la réalité. C'est comme si 2 variables d'un programme informatique étaient liées de manière indissociable. La modification de l'une se répercute instantanément sur l'autre, peu importe leur emplacement dans la mémoire. Les particules intriquées ne sont pas 2 entités indépendantes, mais forment un système unique, décrit par une seule fonction d'onde commune, un seul objet dans le programme. La distance spatiale n'a aucune importance pour ce type de connexion. Cela suggère que notre conception intuitive de l'espace, comme ce qui sépare les objets, pourrait être incomplète. À un niveau plus profond et informationnel, tout dans l'univers pourrait être lié de manière bien plus étroite que nous ne l'imaginons. Le monde quantique recèle une autre énigme fondamentale, le fameux problème de la mesure. D'après les équations de la mécanique quantique, une entité quantique, comme un électron, existe simultanément dans une multitude d'états, c'est la superposition, tant qu'elle n'est pas mesurée.
Cette réalité est décrite par ce que l'on appelle la fonction d'onde, laquelle évolue de manière fluide et prédictible dans le temps. Or, dès que nous tentons de mesurer une propriété de ce système, par exemple sa position, un phénomène étrange se produit. La fonction d'onde s'évofine, effondre, instantanément, et le système choisit aléatoirement un état unique parmi toutes les possibilités. L'électron, qui était auparavant diffusé dans l'espace, se retrouve soudainement localisé en un point précis. Pourquoi et comment cet effondrement se produit-il? Qu'y a-t-il de si particulier dans l'acte de mesure? C'est sans doute l'une des questions les plus profondes et les plus irrésolues de la physique moderne. De nombreuses interprétations ont été proposées. L'interprétation de Copenhague, par exemple, postule simplement que la mesure est un processus fondamental qui échappe aux équations habituelles. L'interprétation des mondes multiples, ou multivers, suggère qu'il n'y a pas d'effondrement. Au moment de la mesure, l'univers se scinde en une multitude de mondes parallèles, dans chacun desquels se réalise un résultat différent. Si l'on adopte l'hypothèse informatique ou computationnelle, le problème de la mesure s'éclaire sous un nouvel angle. L'acte de mesure devient le moment où l'univers ordinateur doit absolument calculer et délivrer un résultat spécifique. Avant la mesure, le système est dans un état d'incertitude, une collection de probabilités, un peu comme un ordinateur qui stockerait des informations sous forme de distribution probabiliste. La mesure est une requête adressée au système, le forçant à terminer son calcul pour fournir une réponse univoque. Pourquoi ce résultat est-il aléatoire? Peut-être est-ce lié à cette irréductibilité computationnelle évoquée par Wolfram, ou peut-être l'algorithme de l'univers intègre-t-il un élément de hasard fondamental, un véritable générateur de nombres aléatoires. Quoi qu'il en soit, cette transition de l'incertitude quantique à la certitude classique peut être perçue comme une étape clé du processus computationnel qui se déroule sans cesse au cœur de notre réalité. Toutes ces réflexions sur l'univers en tant qu'ordinateur nous mènent inévitablement à l'une des idées les plus fascinantes et dérangeantes, l'hypothèse de la simulation. Si notre univers fonctionne comme un ordinateur, s'il obéit à des algorithmes et est constitué de bits d'information, alors ne pourrait-il pas être artificiel? Ne serions-nous pas, nous tous, des personnages au sein d'une simulation informatique ultra avancée, exécutée par une civilisation plus développée? Cette idée, bien que popularisée par le film Matrix, repose en réalité sur de solides fondations philosophiques et scientifiques. L'argument le plus célèbre en sa faveur a été formalisé par le philosophe Nick Bostrom. Son raisonnement, connu sous le nom de « argument de la simulation », repose sur 3 prémices, ou postulats. Le premier. Il est fort probable que les civilisations s'éteignent avant d'atteindre la maturité technologique nécessaire pour créer des simulations de réalité. Le deuxième. Si les civilisations atteignent cette maturité, elles n'ont, pour une raison ou une autre, aucun intérêt à lancer des simulations de leurs ancêtres. Le troisième. Il est presque certain que nous vivons dans une simulation informatique. Bostrom affirme qu'au moins une de ces 3 affirmations doit être vraie. Si la première et la deuxième sont fausses, c'est-à-dire que les civilisations survivent régulièrement jusqu'à ce niveau et aiment lancer des simulations, alors, avec le temps, le nombre de réalités simulées et d'êtres simulés qui s'y trouvent deviendra incommensurablement supérieur au nombre de réalités et d'êtres de base. Et si tel est le cas, alors, par simple loi de probabilité, tout observateur pris au hasard, comme vous ou moi, a beaucoup plus de chances d'être simulé que réel. Ce raisonnement est purement logique. Il ne prouve pas que nous sommes dans une simulation, mais il démontre que cette possibilité doit être prise très au sérieux. Les concepts de physique numérique, d'espace-temps pixelisé, et les lois de la nature considérées comme des algorithmes, tous ces éléments constituent d'autres des preuves indirectes qui s'intègrent parfaitement dans le cadre de cette hypothèse. Au-delà de l'argument purement philosophique avancé par Nick Bostrom, il existe d'autres considérations, plus d'ordre physique,
qui pourraient suggérer que nous vivons dans une simulation. L'une d'elles est ce qu'on appelle le problème du réglage fin de l'univers. En effet, les constantes physiques fondamentales, telles que la constante gravitationnelle, la charge de l'électron ou la vitesse de la lumière, possèdent des valeurs précises, absolument essentielles à l'existence de structures complexes et, par conséquent, à la vie. Si une seule de ces constantes avait été ne serait-ce que légèrement modifiée, l'univers que nous connaissons serait radicalement différent. Les étoiles ne pourraient pas s'allumer, les éléments lourds ne se formeraient pas, la chimie n'existerait pas, et la vie, telle que nous l'entendons, n'aurait jamais pu émerger. Pourquoi l'univers est-il si parfaitement réglé pour nous? Il existe plusieurs explications. Certains y voient la main d'un créateur. D'autres invoquent le principe anthropique. Nous observons un tel univers parce que nous n'aurions pas pu émerger dans un autre. Une troisième voie propose l'existence d'un multiverse, un ensemble infini d'univers régis par des lois et des constantes différentes, et nous aurions simplement eu la chance d'atterrir dans l'un des plus accueillants. Cependant, l'hypothèse de la simulation offre une réponse alternative, d'une simplicité désarmante. Ces constantes sont si finement ajustées parce qu'elles l'ont été par un programmeur. Les créateurs de la simulation auraient simplement choisi les paramètres de leur monde virtuel de manière à permettre l'émergence et le développement de la complexité. C'est comparable à la façon dont un développeur de jeux vidéo configure les paramètres du moteur physique pour garantir que le jeu soit intéressant et jouable. Un autre argument réside dans l'intelligibilité même de l'univers. Pourquoi notre monde se décrit-il si bien par le langage des mathématiques? Comment se fait-il que nous, êtres ayant évolué pour survivre dans la savane africaine, soyons capables de comprendre les lois de la mécanique quantique et de la cosmologie? Peut-être est-ce parce que l'univers lui-même est basé sur des principes mathématiques et logiques comme tout programme informatique. Il aurait été créé avec la perspective qu'il puisse être compris, du moins jusqu'à une certaine limite. Si nous vivons réellement dans une simulation informatique, une question fondamentale s'impose. Est-il possible de le vérifier? Pouvons-nous déceler des bugs dans le code, des failles dans la matrice, qui trahiraient la nature artificielle de notre réalité? Certains scientifiques pensent que oui. Ils suggèrent de traquer les anomalies et les incohérences dans les résultats de nos expériences physiques. Par exemple, si notre espace-temps n'est pas une entité continue, mais une grille discrète, comme nous l'avons évoqué précédemment, cela devrait imposer des contraintes spécifiques au processus physique. Le physicien théoricien Silas Bean a émis l'hypothèse qu'une telle grille engendrerait une anisotropie, c'est-à-dire une dépendance des propriétés physiques par rapport à la direction. En particulier, les particules de très haute énergie, les fameux rayons cosmiques, ne se déplaceraient pas de façon parfaitement uniforme dans toutes les directions au sein de ce réseau. Leur spectre devrait présenter une limite précise, directement liée à la taille des pixels de cette grille universelle. Pour l'instant, aucun effet de ce type n'a été clairement détecté, mais les recherches se poursuivent activement. Une autre piste consiste à rechercher des artefacts ou des erreurs d'arrondi inhérentes au fonctionnement de la simulation. Même le plus puissant des ordinateurs a une précision de calcul limitée. Peut-être qu'à un niveau extrêmement subtil, nous pourrions observer que les lois de la physique ne sont pas parfaitement exactes, mais présentent de légères déviations causées par ces erreurs d'approximation. Un autre chemin potentiel serait la quête d'un backdoor, une porte dérobée, ou d'un message caché laissé par les créateurs. Si cette simulation a été conçue dans un but précis, il est concevable que ses auteurs y aient dissimulé un easter egg, un signal détectable. Bien sûr, tout ceci demeure au stade de l'hypothèse et de la spéculation pure.
il se pourrait que la simulation soit si parfaite que, de l'intérieur, nous ne puissions jamais la distinguer de la réalité de base. Mais la simple perspective de ces recherches nous pousse à regarder le monde avec des yeux entièrement nouveaux, transformant chaque physicien expérimentateur en un détective potentiel, à la recherche des indices laissés par le grand programmeur. Lorsque nous explorons l'idée d'un univers fonctionnant comme un calcul géant, ou univers computationnel, nous butons inévitablement sur la question la plus complexe et la plus mystérieuse, celle de la nature de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? D'où émerge notre « moi », ce sentiment subjectif d'être, cette capacité à ressentir, à penser et à expérimenter? Si tout ce qui nous entoure, y compris notre corps et notre cerveau, n'est qu'une composante d'un calcul gigantesque, quelle place occupe notre conscience dans ce schéma? N'est-elle, elle aussi, que le simple résultat d'une computation complexe? Ce point de vue, connu sous le nom de fonctionnalisme computationnel, postule que la conscience n'est pas la propriété d'une matière vivante, spécifique, mais plutôt la caractéristique d'un certain type de traitement de l'information. Peu importe le support physique de ce processus, qu'il soit réalisé par des neurones biologiques dans un cerveau ou par des transistors en silicium dans un ordinateur. Si un système exécute les calculs appropriés, s'il est capable de se modéliser lui-même ainsi que le monde extérieur, alors la conscience y émergera. Dans cette optique, notre conscience est comparable à un système d'exploitation de très haut niveau, tournant sur le matériel biologique de notre cerveau. Ce système gère les flux d'informations provenant des organes sensoriels, élabore des modèles de la réalité et prend des décisions. Notre « moi » serait donc une propriété émergente de ce système d'information extrêmement complexe. Cela implique qu'il est en principe possible de créer une intelligence artificielle dotée d'une conscience qui ne se distinguerait en rien de la nôtre. Cependant, une autre école de pensée existe. Certains philosophes et scientifiques, comme Roger Penrose, estiment que la conscience ne peut être réduite à un simple processus de calcul. Ils avancent qu'il existe dans le fonctionnement cérébral quelque chose d'irréductible au calcul, lié à de subtils processus quantiques se déroulant au sein des microtubules des neurones. De leur point de vue, la pensée humaine, en particulier l'intuition et la créativité, ne pourraient jamais être simulées par un ordinateur classique, ni même par un ordinateur quantique. Si cette hypothèse est correcte, cela remet sérieusement en question l'idée selon laquelle nous pourrions n'être que de simples personnages au sein d'une simulation. Il est alors possible que notre conscience soit précisément ce qui nous relie à la réalité fondamentale, agissant comme un pont entre le monde calculable et quelque chose de bien plus vaste. Le libre arbitre est une question intrinsèquement liée à celle de la conscience. Si l'univers n'est qu'un ordinateur géant régi par des lois déterministes ou probabilistes, si l'on considère la mécanique quantique, notre liberté de choix a-t-elle vraiment sa place dans un tel tableau? Toutes nos décisions, nos pensées et nos actions sont-elles alors prédéterminées par les conditions initiales de l'univers et ses algorithmes? C'est une vieille dilemme philosophique qui prend un nouveau sens à la lumière de l'hypothèse informatique. Si l'univers est un ordinateur classique, parfaitement déterministe, fonctionnant comme une horloge, la réponse semble sans appel. Le libre arbitre n'existe pas. Tout ce qui se passe, y compris le fonctionnement de notre cerveau, n'est que la conséquence inéluctable de l'état précédent. L'avenir est déjà écrit. En théorie, on pourrait le calculer en connaissant l'état complet du système à un instant total. Notre sentiment de faire un choix n'est alors qu'une simple illusion, car nous ignorons toutes les causes qui mènent à nos actions. La mécanique quantique, avec son caractère fondamentalement aléatoire, pourrait en revanche offrir une porte de sortie. Si le résultat d'une mesure quantique est intrinsèquement aléatoire, notre futur n'est peut-être pas totalement préprogrammé. Certains théoriciens avancent que la conscience pourrait influencer l'issue de ces événements quantiques aléatoires au sein du cerveau,
orientant ainsi nos décisions. Cependant, la plupart des physiciens et des philosophes s'accordent à dire qu'une simple contingence n'équivaut pas au libre arbitre. Si nos choix résultent d'un simple jet de dés quantiques aléatoire, cela ne nous rend pas plus libres. Cela ne fait que remplacer un déterminisme rigide par un chaos imprévisible. Le modèle de Stephen Wolfram, basé sur l'irréductibilité computationnelle, offre une perspective différente. Même si un système est entièrement déterministe, son comportement peut être d'une telle complexité qu'il devient impossible de le prédire plus rapidement que le temps qu'il lui faut pour se produire. En ce sens, notre avenir est ouvert et imprévisible dans la pratique, même s'il est préordonné en théorie. Notre libre arbitre réside peut-être justement dans cette complexité computationnelle et dans l'imprévisibilité inhérente à notre processus de pensée. En théorie de la calculabilité, il existe une notion fondamentale, la thèse de Church-Turing. Elle stipule que tout problème pouvant être résolu par un algorithme quelconque peut également l'être par ce qu'on appelle une machine de Turing. La machine de Turing est un modèle de calcul abstrait d'une grande simplicité, imaginé par Alan Turing. Elle se compose d'un ruban infini, divisé en cellules, et d'une tête de lecture-écriture. Cette tête peut se déplacer sur le ruban, lire et inscrire des symboles, en respectant un ensemble de règles prédéfinies. Malgré sa simplicité, la machine de Turing est universelle. Cela signifie qu'elle peut simuler le fonctionnement de n'importe quel autre ordinateur, du simple calculateur au supercalculateur le plus puissant. La thèse de Church-Turing définit en substance les limites de ce qui est, par principe, calculable. Si l'univers est un ordinateur, il est alors naturel de se demander: est-il lui aussi une machine de Turing? Est-ce qu'il obéit à la thèse de Church-Turing? La plupart des scientifiques travaillant dans le domaine de la physique numérique estiment que oui. Ils croient que tous les processus de l'univers sont algorithmiques et qu'ils pourraient être simulés sur un ordinateur universel. Bien que cela nécessiterait un temps et une mémoire inimaginablement vastes. C'est ce que l'on appelle la version forte de la thèse de Church-Turing appliquée à la physique. Si cette hypothèse est correcte, cela signifie qu'il n'y a pas de processus magique ou non calculable dans la nature. Tout, y compris l'évolution de la vie et le fonctionnement de notre cerveau, se résume ultimement à un traitement d'informations basé sur des règles définies. Cependant, il existe aussi des points de vue alternatifs. Certains chercheurs suggèrent que l'univers pourrait abriter ce que l'on nomme l'hypercalculabilité, c'est-à-dire des processus qui dépassent les capacités d'une machine de Turing. Par exemple, il pourrait résoudre des problèmes considérés comme indécidables pour un ordinateur classique. Comme candidat potentiel à de tels processus, on considère parfois certains aspects de la théorie de la relativité générale, tels que la possibilité de voyager dans le temps, ou des effets quantiques encore mal compris. S'il était possible de prouver l'existence de l'hypercalculabilité dans la nature, cela représenterait une véritable révolution. Cela signifierait que notre univers est un ordinateur infiniment plus puissant que ce que nous pouvons imaginer. Revenons à cette idée fascinante selon laquelle l'univers est un gigantesque ordinateur quantique. Nous avons déjà établi que les particules élémentaires se comportent comme des qubits existant dans une superposition d'états. Mais comment s'effectue exactement ce calcul? Comment l'univers parvient-il à traiter cette montagne d'informations quantiques? Une des perspectives suggère que toute l'évolution de l'univers, du Big Bang à aujourd'hui, n'est qu'un seul et unique algorithme quantique gigantesque. L'équation de Schrödinger, ainsi que d'autres lois fondamentales de la physique quantique, décrivent essentiellement la manière dont la fonction d'onde de l'univers, c'est-à-dire son état quantique total, se modifie au fil du temps. On peut l'imaginer comme une succession d'opérations logiques quantiques appliquées aux qubits qui constituent la réalité. À chaque tic du temps de Planck, l'univers exécute une nouvelle étape de ce calcul global.
qu'est-ce qu'elle calcule exactement? Peut-être qu'elle se calcule elle-même. Son but pourrait être simplement d'évoluer selon ses propres règles internes. Mais il existe des hypothèses plus exotiques. Certains scientifiques pensent par exemple que l'univers résout un problème computationnel extrêmement complexe. Nous, avec toutes nos interactions, ne serions alors qu'un sous-produit de ce gigantesque calcul. C'est comparable aux milliards de transistors dans un processeur qui exécute un programme complexe. Les courants électriques n'ont pas de but en soi, mais leur action collective permet de résoudre le problème posé. Une autre idée fascinante est celle du darwinisme quantique. Cette théorie postule que les états stables et classiques des objets que nous observons autour de nous sont le résultat d'une forme de sélection naturelle au niveau quantique. Parmi la multitude d'états quantiques possibles, seuls survivent ceux qui sont les plus robustes face aux interactions avec leur environnement. L'environnement mesure constamment le système en copiant l'information qu'il contient. Et seuls les états les plus aptes, ceux qui sont les plus facilement copiables, accèdent au statut de réalité objective. Ainsi, notre monde classique émerge du chaos quantique, produit d'un processus informationnel qui ressemble étonnamment à l'évolution darwinienne. Si l'on considère l'univers comme un ordinateur, il est logique qu'il ait eu un commencement et potentiellement une fin. Le commencement, c'est le Big Bang. D'un point de vue purement informatique, c'est l'instant précis où le programme a été lancé. L'état initial de l'univers était extraordinairement simple, chaud et dense, caractérisé par une très faible entropie. On peut imaginer cela comme les données de base injectées dans l'ordinateur avant le début de tout calcul. Mais qu'en sera-t-il de la fin? Selon les modèles cosmologiques actuels, le scénario le plus probable est ce que l'on nomme la mort thermique de l'univers. Sous l'effet d'une expansion incessante, l'univers deviendra de plus en plus froid et désolé. Les étoiles s'éteindront, la matière se désintégrera, les trous noirs finiront par s'évaporer. Au final, il ne subsistera qu'une soupe homogène et glaciale de particules élémentaires et de radiation où tout processus aura cessé. La température s'uniformisera partout, marquant l'atteinte de l'entropie maximale, soit l'état de désordre absolu. Du point de vue de l'informatique, cela signifie l'arrêt des calculs. Le calcul n'est possible que lorsqu'il existe une différence, un gradient, entre l'état ordonné et l'état désordonné, entre une basse et une haute entropie. Cette disparité est ce qui permet d'effectuer un travail et de traiter l'information. Lorsque l'ensemble du système atteint l'équilibre, le calcul s'arrête net. L'ordinateur, pour ainsi dire, se fige dans son état final. Ainsi, l'histoire complète de l'univers, depuis son commencement ordonné jusqu'à sa fin chaotique, peut être perçue comme un long processus computationnel unique. Ce processus épuise progressivement sa ressource initiale, la faible entropie, afin de générer complexité, structure et, in fine, de l'information. La mort thermique est le moment où il ne restera plus d'espace libre sur le disque dur de l'univers et où le processeur cessera de fonctionner par manque d'énergie. C'est une fin peut-être mélancolique, mais parfaitement logique pour un univers ordinateur, en totale conformité avec le second principe de la thermodynamique. Ce principe n'est, au fond, qu'une loi régissant l'augmentation irréversible de l'information ou du désordre au sein d'un système clos. L'un des aspects les plus fascinants de notre monde est sans doute sa remarquable nature mathématique. Comment se fait-il que le langage des mathématiques décrive si parfaitement les lois de la nature? Pourquoi des formules mathématiques élégantes et abstraites, souvent conçues par l'esprit humain, peuvent-elles prédire avec une telle exactitude le comportement d'objets physiques, de la chute d'une pomme à la fusion des trous noirs? Cette question a hanté les scientifiques et les philosophes pendant des siècles. Le physicien Eugene Wigner a même rédigé un célèbre essai intitulé
l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles. L'hypothèse de l'univers calculateur offre une réponse extrêmement directe et logique à cette énigme. Si l'univers se laisse si bien décrire par les mathématiques, c'est parce qu'il est, fondamentalement, une structure mathématique. Les lois de la physique ne sont pas une simple description de la réalité, elles sont la réalité elle-même. Elles sont les algorithmes qu'exécute l'ordinateur cosmique. Et les mathématiques? Elles sont le langage dans lequel ces algorithmes sont codés. Dans cette perspective, une autre question philosophique classique surgit. Les mathématiques sont-elles découvertes ou inventées? Trouvons-nous des vérités mathématiques qui existent déjà objectivement, à la manière des idées platoniciennes? Ou bien les inventons-nous, un peu comme on invente les règles d'un jeu d'échecs? Depuis le prisme de l'univers computationnel, la première option semble la plus probable. Les structures et les lois mathématiques existent indépendamment de notre conscience. Elles constituent l'assembleur, le langage de programmation fondamental de notre réalité. Et nous, physiciens, agissons comme des ingénieurs en rétro-ingénierie. Nous étudions le fonctionnement de cet appareil complexe qu'est l'univers, et à partir de son comportement, nous tentons de reconstruire le code source, le programme qui le sous-tend. Chaque nouvelle loi physique découverte, chaque théorie confirmée, représente une ligne ou une fonction supplémentaire dans ce code que nous avons réussi à décompiler. Ceci éclaire pourquoi des recherches purement mathématiques, qui semblaient totalement déconnectées de la réalité, trouvent parfois une application soudaine en physique. En explorant le monde des structures abstraites, les mathématiciens tombent essentiellement sur les briques fondamentales, qui pourraient servir à assembler le code source de notre univers ou de tout autre univers possible. Nous sommes entourés d'une complexité époustouflante, des motifs élaborés des flocons de neige aux milliards de neurones dans le cerveau humain, sans oublier les trillions d'étoiles dans nos galaxies. Comment une telle complexité a-t-elle pu émerger d'un état simple, quasi uniforme, de l'univers juste après le Big Bang? Ce processus, connu sous le nom d'émergence, est un sujet fondamental en science. Et la théorie de la computation nous fournit des outils puissants pour le décrypter. Nous avons déjà mentionné les automates cellulaires de Stephen Wolfram, qui démontrent comment des règles extrêmement simples peuvent engendrer des comportements d'une complexité inouïe. C'est là l'essence même de l'émergence dans le monde computationnel. La complexité n'est pas intégrée au système dès le départ. Elle ne nécessite ni plan sophistiqué, ni feuille de route. Elle naît d'elle-même par l'application répétée de règles de base. Imaginez une volée d'oiseaux. Chaque oiseau ne suit que 3 règles élémentaires. Voler dans la même direction que ses voisins, maintenir une certaine distance et éviter la collision. Il n'y a pas de chef pour diriger l'ensemble du groupe. Pourtant, de ces simples interactions locales émerge un comportement de groupe complexe et coordonné, la volée se déplaçant comme un organisme unique. C'est l'exemple classique d'un système émergent. La théorie de la complexité, qui étudie ces phénomènes, suggère que notre univers pourrait être réglé de manière à se situer à la limite du chaos. C'est un état où le système n'est ni totalement ordonné et statique, ni complètement chaotique et imprévisible. C'est précisément à cette frontière qu'apparaissent les structures les plus fascinantes et les plus complexes, celles capables de stocker et de traiter l'information, ainsi que de s'auto-organiser et de s'adapter. La vie est, semble-t-il, l'exemple le plus éclatant de ce phénomène. Elle utilise les lois de la physique et de la chimie pour générer des structures informationnelles toujours plus complexes, aptes à la survie et à la reproduction. D'un point de vue computationnel, l'évolution de la vie n'est rien d'autre qu'un algorithme de recherche qui explore un espace immense de configurations possibles et identifie celles qui sont les plus stables et les plus efficaces pour le traitement de l'information et de l'énergie. Si l'univers est un ordinateur, est-ce qu'il existe pour lui des limites fondamentales
semblables à celles qui s'appliquent à nos propres machines? Au XXe siècle, le mathématicien Kurt Gödel a prouvé ces deux célèbres théorèmes d'incomplétude, ébranlant les fondations mêmes des mathématiques et de la logique. Le premier théorème stipule que dans tout système formel suffisamment complexe et cohérent, comme l'arithmétique, il existera toujours des énoncés qui sont vrais, mais qu'il est impossible de prouver ou de réfuter à l'intérieur de ce système. Il semble, en quelque sorte, dépasser ses propres limites. Le second théorème énonce qu'un tel système ne peut pas prouver sa propre cohérence. Ces théorèmes imposent une limite fondamentale à ce que nous pouvons démontrer par la logique formelle. Plus tard, Alan Turing a démontré l'existence d'un lien étroit entre la prouvabilité et la calculabilité. Il a notamment prouvé l'existence du fameux problème de l'arrêt. Il n'existe aucun algorithme général capable de déterminer pour un programme arbitraire et ses données d'entrée si ce programme finira par s'arrêter un jour ou s'il continuera de s'exécuter indéfiniment. Ces résultats ont de profondes implications philosophiques, y compris pour la physique, si nous acceptons l'hypothèse d'un univers computationnel. Si les lois de la physique sont elles-mêmes un système formel, les théorèmes de Gödel pourraient signifier qu'il existe des vérités physiques concernant notre univers que nous ne pourrons jamais, en principe, déduire de ces lois. Il pourrait donc exister des phénomènes physiques indémontrables. Le problème de l'arrêt, quant à lui, pourrait indiquer que nous ne serons jamais capables de créer un prédicteur universel de l'avenir. Il n'existerait pas de théorie du tout qui nous permettrait, en connaissant les conditions initiales, de prédire avec une certitude absolue si un processus physique donné, par exemple la formation d'un trou noir, va se terminer ou se poursuivre éternellement. Ces limites de la connaissance pourraient bien ne pas être seulement le résultat de notre imperfection, mais une propriété fondamentale de la nature computationnelle de la réalité elle-même. Il est crucial de souligner que l'hypothèse de l'univers computationnel, malgré son élégance et son attrait indéniable, n'est pas considérée comme une théorie scientifique établie. Il s'agit plutôt d'un programme de recherche, un recueil d'idées et de métaphores, qui permet aux scientifiques d'aborder de vieux problèmes sous un angle nouveau. Cette hypothèse fait cependant face à de sérieuses critiques et à des problèmes non résolus. L'un des principaux défis est la transition du discret au continu. Bien que la mécanique quantique ait remporté d'énormes succès, de nombreux domaines de la physique, notamment la théorie de la relativité générale, qui régit la gravitation et la structure de l'espace-temps, repose de toujours sur des mathématiques continues. Personne n'a encore réussi à élaborer une théorie entièrement discrète qui reproduirait avec exactitude toutes les prédictions de la théorie d'Einstein. La question reste ouverte. Comment une géométrie lisse, celle que nous observons à l'échelle macroscopique, émerge-t-elle précisément des pixels discrets de l'espace-temps? Par ailleurs, les critiques soulignent que l'analogie de l'ordinateur pourrait simplement relever de l'anthropocentrisme. Nous avons tendance à expliquer le monde à travers les technologies de pointe de notre époque. Au XIXe siècle, l'univers était comparé à un mécanisme d'horlogerie. Aujourd'hui, nous le comparons à un ordinateur. Il est fort probable qu'à l'avenir, une nouvelle technologie émergera, nous offrant une nouvelle métaphore que nous jugerons plus pertinente. Il existe également des approches alternatives pour élaborer une théorie du tout, qui ne s'appuie pas sur l'idée de la computation. Par exemple, la théorie des cordes postule que les objets fondamentaux ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes unidimensionnelles, dont les vibrations sont perçues comme les différentes particules que nous connaissons. Une autre approche, la gravitation quantique à boucle, tente de quantifier l'espace-temps lui-même, en le représentant comme un réseau de boucles interconnectées. Ces théories travaillent également avec la notion de discrétude à l'échelle de Planck, mais elles n'insistent pas aussi fortement sur la primauté de l'information et du calcul. Il est tout à fait possible que la théorie finale unifie des éléments de toutes ces approches. La science est un processus continu,
Et nous ne sommes qu'au tout début de notre quête pour comprendre la nature fondamentale de la réalité. Malgré toutes les complexités et les critiques qu'elle soulève, l'idée que l'information constitue le bloc de construction fondamentale de l'univers gagne de plus en plus en influence dans la physique moderne. Elle propose un langage unificateur capable de relier les deux plus grandes théories du XXe siècle, la relativité générale et la mécanique quantique. Ces deux théories fonctionnent parfaitement bien dans leurs domaines respectifs. La relativité décrit la gravité et le monde des grandes échelles, tandis que la mécanique quantique régit le monde des atomes et des particules. Mais elles sont incompatibles entre elles. Elles reposent sur des appareils mathématiques différents et produisent des prédictions contradictoires lorsqu'on tente de les appliquer à des objets où les effets quantiques et gravitationnels sont tous deux importants, comme les trous noirs ou l'instant du Big Bang. Tenter d'élaborer une théorie unique de la gravité quantique est le défi majeur de la physique théorique actuelle. Et l'approche informationnelle pourrait bien être la clé qui ouvrira la porte à cette unification. Nous avons déjà constaté comment l'étude de l'information dans les trous noirs a mené au principe holographique qui établit un lien fondamental entre la gravité et la théorie quantique des champs. Aujourd'hui, de nombreux physiciens pensent que l'espace-temps lui-même n'est pas fondamental. C'est un phénomène émergent qui découle d'une structure sous-jacente plus profonde, un enchevêtrement d'informations quantiques. Imaginez que l'espace ne soit qu'une sorte d'illusion, née des corrélations, de l'intrication, existant entre les qubits fondamentaux de la réalité. La géométrie de l'espace-temps, sa courbure que nous percevons comme la gravité, n'est alors que la manifestation de la structure de ces liens informationnels. Dans cette perspective, la relativité générale et la mécanique quantique ne sont que des approximations différentes, des manières distinctes de décrire cette unique et profonde réalité informationnelle et quantique. La recherche de cette théorie fondamentale revient, en substance, à dénicher le code source de l'univers. Prenons un peu de recul pour saisir la globalité du tableau. Nous sommes partis d'une analogie simple. L'univers est semblable à un ordinateur car il traite l'information selon des règles précises. Nous avons ensuite constaté à quel point cette métaphore, en apparence simpliste, trouvait des échos et des confirmations dans les domaines les plus variés de la physique. Citons, par exemple, l'idée d'un espace-temps discret ou pixelisé au niveau de Planck, la quantification de l'énergie et d'autres grandeurs physiques, le principe holographique qui suggère que notre réalité tridimensionnelle pourrait n'être qu'une projection d'informations provenant d'une surface bidimensionnelle. Xia, Yang. Pensons également aux trous noirs, décrits comme les systèmes de stockage et de traitement de l'information les plus efficaces que la nature connaisse. Aux lois de conservation, vues comme les invariants du programme universel, et à la vitesse de la lumière, comme sa fréquence d'horloge maximale. La mécanique quantique elle-même est perçue comme la description fonctionnelle d'un ordinateur quantique gigantesque, où les particules sont des qubits et l'intrication est une connexion non locale au sein du code. Même des phénomènes complexes comme l'émergence de la complexité et de la vie trouvent leur explication dans le cadre de la théorie du calcul et des systèmes émergents. Ce concept offre une vision du monde unifiée et cohérente. Il ne place pas la matière et l'énergie au premier plan, mais une entité plus abstraite et potentiellement plus fondamentale. L'information. Il transforme les lois de la physique, qui n'étaient que des règles mystiques imposées de l'extérieur au monde, en propriétés immanentes du système lui-même, en ses propres algorithmes de fonctionnement. Cette perspective nous fournit un nouveau langage et de nouveaux outils pour explorer les mystères les plus profonds de l'existence. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous avons tout compris. Au contraire, cette nouvelle image du monde soulève encore plus de questions. Mais ce sont de bonnes questions. Ce sont celles qui font avancer la science et nous obligent à repenser nos conceptions les plus fondamentales de ce qu'est la réalité. Nous arrivons maintenant à la dernière question, et peut-être la plus épineuse. Si l'univers est un ordinateur,
Si notre réalité est une simulation, alors qui a appuyé sur le bouton « Démarrer » ? Qui a écrit le programme ? Cette interrogation nous sort du cadre de la physique pour nous plonger directement dans la métaphysique et la philosophie. Par définition, la science étudie le programme lui-même, ses règles, sa structure, son comportement. Elle ne peut pas regarder au-delà de l'écran pour apercevoir le programmeur. Toute réponse à cette question se situe forcément dans le domaine de la croyance ou de la pure spéculation. On pourrait d'abord supposer que le programmeur était une civilisation extrêmement avancée, provenant d'une réalité de base, comme l'évoque l'argument de Nick Bostrom. Peut-être ont-ils lancé notre simulation à des fins de recherche, historique, ou même de pur divertissement. Nous serions pour eux l'équivalent d'un jeu vidéo ultra complexe ou d'une simple expérience scientifique. Une autre possibilité est que notre univers fasse partie d'une hiérarchie infinie de simulations. Nous serions simulés par une civilisation, elle-même simulée par une autre, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, ou jusqu'à ce que nous atteignions une réalité fondamentale, ultime. Une idée plus abstraite suggère que l'univers est un système auto-organisé, auto-calculateur. Il n'y aurait aucun programmeur externe. L'univers aurait lui-même engendré ses lois et sa structure via un processus que l'on pourrait appeler la sélection naturelle cosmologique. Peut-être qu'il existe une multitude d'univers et que seuls ceux dont les lois permettent l'émergence de la complexité et des observateurs survivent. Enfin, cette question fait inévitablement écho aux conceptions religieuses et théologiques traditionnelles d'un créateur. L'idée d'un Dieu programmeur qui aurait créé le monde en écrivant son code fondamental semble très actuelle et peut-être séduisante pour beaucoup. En fin de compte, nous n'avons pas la réponse. Et peut-être ne l'aurons-nous jamais. Mais le simple fait de poser cette question nous oblige à réfléchir à notre place dans le cosmos et au sens de notre existence. Sommes-nous le fruit aléatoire de lois aveugles de la nature, ou faisons-nous partie d'un grand dessein ? Sommes-nous la réalité fondamentale, ou simplement une ombre sur le mur de la caverne de Platon, projetée par un monde d'ordre supérieur ? Notre long et serein voyage au cœur de l'hypothèse de l'univers computationnel touche à son terme. Nous avons vu que cette idée n'est pas qu'une simple œuvre de science-fiction, mais un nouveau paradigme scientifique sérieux, qui fusionne des concepts issus de la physique, de l'informatique et de la philosophie. Elle nous invite à envisager la réalité sous le prisme de l'information et du calcul. Rappelons ensemble les points fondamentaux de cette vision. L'univers se comporte comme un ordinateur, car il traite l'information, l'état des particules, au moyen d'algorithmes, les lois de la physique. Au niveau le plus fondamental, à l'échelle de Planck, l'espace et le temps pourraient être discrets, pixelisés, suggérant ainsi une nature profondément numérique de la réalité. La mécanique quantique, avec ses notions de superposition et d'intrication, fait ressembler l'univers à un gigantesque ordinateur quantique. Le principe holographique, quant à lui, postule que notre réalité en 3 dimensions n'est peut-être qu'une projection d'informations stockées sur une surface bidimensionnelle. Enfin, l'hypothèse de la simulation pousse cette logique à son paroxysme, en suggérant que notre univers pourrait n'être qu'un programme artificiellement créé. Cette vision du monde peut paraître froide et mécaniste. Elle semble dépouiller l'existence de son mystère et de sa magie. Mais, à mon sens, c'est exactement l'inverse qui se produit. Réaliser que nous faisons peut-être partie d'une computation grandiose, incroyablement complexe, qui dure depuis près de 14 milliards d'années, confère à notre existence un sens nouveau et captivant. Cela n'enlève rien à la beauté d'un coucher de soleil, ni à la complexité des sentiments humains. Au contraire, cela nous pousse à admirer davantage l'élégance et la puissance de ce programme fondamental, capable d'engendrer toute cette beauté et cette complexité à partir de règles extrêmement simples. Cela nous transforme, passant de simples habitants passifs de l'univers
à des explorateurs actifs tentant d'en déchiffrer le code. En conclusion, il est essentiel de souligner que l'hypothèse de l'univers computationnel est avant tout un puissant outil de réflexion. Elle nous offre un nouveau langage pour décrire le monde, et ce langage se révèle étonnamment efficace. Peut-être que dans le futur, cette hypothèse sera invalidée ou remplacée par un modèle plus abouti. Ou peut-être qu'au contraire, elle obtiendra des confirmations expérimentales et deviendra le socle de la physique du XXIe siècle. Quoi qu'il en soit, elle a déjà transformé notre regard sur de nombreuses questions fondamentales. Elle nous a forcés à nous interroger sur la nature de l'information et son rôle dans l'ordonnancement du monde. Elle a démontré comment une complexité sans fin peut naître d'une extrême simplicité. Elle a estompé les frontières entre le physique et l'abstrait, entre la matière et la mathématique. Et bien entendu, elle a soulevé les questions existentielles les plus profondes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et quelle est la nature réelle de notre réalité? Cette hypothèse est un rappel éclatant. L'univers est bien plus étrange, plus merveilleux et plus énigmatique que nous ne pourrions l'imaginer. Et que les plus grandes découvertes nous attendent à la croisée des disciplines, là où la physique rencontre l'informatique et où la science s'unit à la philosophie. À mesure que vous vous abandonnez au sommeil, laissez ces pensées circuler librement dans votre esprit. Imaginez l'univers comme un océan d'informations, où chaque vague, chaque particule, est le fruit d'un calcul gigantesque et éternel. Et vous n'êtes pas qu'un simple grain de sable dans cet océan. Vous en êtes une partie capable de prendre conscience et de tenter de saisir la grandeur et la complexité de ce processus global. Et c'est peut-être là que réside l'un des buts principaux de cette computation universelle. Et nous voici, dans le calme, face à cette idée sidérante. Le tissu même de la réalité n'est pas tissé de matière, mais d'information. Que l'espace qui nous entoure pourrait être constitué de pixels invisibles et que le temps s'écoule par étapes discrètes, les fameux pas de Planck. Le tournant le plus époustouflant de cette histoire est, bien sûr, le principe holographique. L'idée que notre réalité tridimensionnelle, volumineuse et tangible ne soit qu'une projection, une simple holographie, enregistrée sur une lointaine frontière bidimensionnelle. Nous ne vivons peut-être pas dans le livre lui-même, mais uniquement sur sa couverture. Cela bouleverse toute notre compréhension intuitive du monde. Et bien sûr, l'hypothèse de la simulation, qui nous transforme de maître de notre destin en simple personnage d'un programme informatique, nous force à reconsidérer tout ce que nous pensions être réel. It's silly. La principale conclusion de notre voyage est simple. Considérer l'univers comme un ordinateur géant n'est pas un simple jeu d'esprit. C'est une approche scientifique féconde qui aide déjà aujourd'hui à résoudre des énigmes complexes de la physique et pourrait, peut-être un jour, nous conduire à la théorie du tout. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi, en plongeant dans ces réflexions profondes et apaisantes. J'espère que cette conférence vous a aidé à vous détendre et à vous préparer au sommeil. Si ce voyage au cœur de la science vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines conférences pour le sommeil. Et maintenant, avant que vous ne vous endormiez définitivement, permettez-moi de vous poser une seule question. Écrivez-y votre réponse dans les commentaires au réveil. Si vous aviez accès, même pour un instant, au code source de notre univers et que vous pouviez n'y modifier qu'une seule ligne, une seule constante ou une seule règle, que changeriez-vous et pourquoi? Bonne nuit et faites de beaux rêves sur notre univers qui calcule. Jodzi.